Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info. Le communiqué a été lu à la télévision nationale malienne, celui des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, publié le 25 août 2025 à Bamako, relatif à des mesures et sanctions visant plusieurs militants panafricanistes, dont Nathalie Yombe, Franklin Yamsi ou encore Kémy Séba. Et dans le communiqué, les autorités de l'AES ont également condamné l'arrestation et le décès d'Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, en Côte d'Ivoire, dans des conditions dites suspectes. Elle appelle d'ailleurs à une enquête internationale. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. On a suivi cette actualité donc, du Sahel. D'abord, comment interprétez-vous ce communiqué officiel de l'AES en soutien aux panafricanistes qui sont, on va dire, aujourd'hui en difficulté? Pour moi, c'est tout à fait logique puisque les personnes citées dans le communiqué sont connues pour leur soutien au régime qui se trouve actuellement au niveau de l'AES. Tout le monde les a vus participer au débat sur les questions démocratiques, participer au débat sur la question des coups d'État, participer aux répliques quand ces pays sont attaqués. Donc vous avez des souteneurs qui sont là, indiscutables de l'AES. Quand ces souteneurs se retrouvent dans des situations difficiles, il est logique que ceux qui sont soutenus fassent un communiqué pour les soutenir. Et je trouve que le communiqué n'est pas suffisant. Il va falloir voir comment faire pour pouvoir les soutenir de façon réelle, parce que pour certains parmi eux, les sanctions vont empiéter fortement sur leur liberté, sur leur mode de vie, sur tout un ensemble de choses. Est-ce que l'AES sera capable de pouvoir prendre la place de ce que ces gens-là ont perdu en soutenant l'AES? Donc le communiqué, le principe d'un communiqué dans ce genre de situation, je trouve que c'était vraiment le minimum à faire pour soutenir des gens dont le soutien par rapport à l'AES ne fait l'objet d'aucun doute. Justement, en publiant ce communiqué, quel message les États membres de l'AES souhaitaient transmettre? C'est là où moi j'ai des problèmes. C'est là où j'ai de gros problèmes parce que j'ai pris la peine de lire intégralement le communiqué. Dans le message, il y a le fait qu'ils marquent leur soutien aux panafricanistes de façon générale, parce qu'ils ont cité certains, mais dans le communiqué, on parle des panafricanistes de façon générale, même ceux qui sont au niveau de la diaspora, même si c'est certains seulement qui sont cités. Pour moi, il y a une logique à ce niveau. Là où je ne me retrouve pas, c'est que ceux-là qui sont soutenus ont défendu qu'on ne parle pas de droits de l'homme. Ces régimes de l'AES ont jeté provisoirement les droits de l'homme à la poubelle. Mais quand vous lisez le communiqué dit « actes illégaux et inhumains constituant des atteintes graves aux libertés fondamentales, aux droits inaliénables de la personne humaine ». Et ça, on est où? On est dans les principes des droits de l'homme. Mieux, le communiqué fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le communiqué fait référence à la Charte africaine des droits de l'homme. Le communiqué fait référence à la Charte des droits de l'Union européenne. Ça veut dire que c'est comme si maintenant on a besoin des droits de l'homme parce qu'il y a des personnes qui sont dans des difficultés. On a besoin que leurs droits soient respectés. On parle aujourd'hui de ces droits alors que pendant longtemps, on les a balayés d'un revers de la main quand d'autres disaient « Attendez, droit de l'homme, ce n'est pas adressé à une personne. Il y a la dignité humaine qui est là qu'il faut respecter. Il y a effectivement, comme ils l'ont dit, des droits inaliénables de la personne humaine qu'il faut respecter. » Le paradoxe maintenant, est-ce qu'à l'intérieur de l'AES, les droits inaliénables de la personne humaine sont respectés? Est-ce que ce que Alino Faso faisait en Côte d'Ivoire, un Ivoirien aurait pu le faire au Burkina Faso, au Mali ou au Niger? Mais en ce moment, dans le communiqué, il dénonce ces pays occidentaux qui utilisent les réflexes fallacieux d'un certain nombre de principes pour les dénoncer et qui ne les respectent pas. Mais bon, on aurait pu changer la phrase et la phrase serait valable également pour les pays de l'AES. Donc à ce niveau du communiqué, je ne sais pas qui l'a écrit, mais en faisant référence à ces éléments, mais ils se mettent eux-mêmes dans leur propre communiqué en train de se condamner parce que quoi qu'on dise, on ne parle pas de respect des droits de l'homme aujourd'hui dans l'AES. Et dans ce contexte, que signifie ce soutien institutionnel dans les relations entre élites politiques et intellectuelles panafricanistes? L'AES en a besoin.
Parce qu'en termes de communication, quand on les regarde, vous avez j'allais dire, des communiqués plutôt militaires, où tu as une décision qui descend. On choisit les mots, c'est très godasse, quoi. Alors que cela, essayé par des arguments, par une approche intellectuelle, quand on prend le cas de Nathalie, par exemple, elle avait parfois cette force qui lui permettait de rentrer dans le domaine européen pour mettre en contradiction ceux-là qu'elle est en train d'attaquer. Mais ils en avaient besoin parce que c'est comme s'il n'y avait pas suffisamment de porte-voix à l'intérieur de l'AES pour porter ce combat. Mais en même temps, dans leur discours, ils ne prennent pas position que pour l'AES, mais le contexte panafricaniste, ils abordent des sujets qui concernent également presque tous les pays du continent. Oui, mais c'est là où maintenant ça pose problème quand on parle de l'AES, parce qu'il ne faut pas oublier que les panafricanistes se tapent dessus les uns les autres. Qui est chargé aujourd'hui de distribuer les certificats de panafricanistes? Parce que vous avez des gens qui attaquent l'AES et qui se considèrent comme des panafricanistes, qui va leur enlever ce panafricanisme. C'est important de le dire, parce qu'il ne faut pas qu'on réduise le panafricanisme au niveau de l'AES. Ce serait faux d'un point de vue historique, parce qu'on parle de panafricanisme, l'AES n'existait pas, les militaires n'étaient pas au pouvoir. On parlait de panafricanisme, Nathalie Yambe et les autres ne parlaient pas de panafricanisme à l'époque. Donc il ne faut pas qu'on réduise le panafricanisme à des gens qui soutiennent l'AES. Il ne faut pas qu'on réduise le panafricanisme au dégagisme par rapport à la France en particulier. Le panafricanisme, c'est une doctrine qui est là, qui est connue, qui est discutée, qui reste encore à formaliser sur un certain nombre d'aspects. Parce qu'il faut le dire clairement. Qui reste encore à formaliser sur un certain nombre d'aspects. Il y a des propositions qui sont là, il y a ce que Kourouma propose, il y a l'approche de Cheikh Anta Diop qui va un peu dans le sens culturel, historique, etc. Tu as des approches différentes. On a un travail à faire pour dire aux gens, voilà ce que nous proposons sous forme de panafricanisme, ce qui n'a pas encore été fait. Non, finalement, ce n'est pas que politique. Non, ce n'est pas que politique. Quand Cheikh Anta Diop parle du panafricanisme, il parle de militaire. Pour lui, le développement commence par la sécurité. C'est ce que le professeur Cheikh Anta Diop dit. On ne peut pas parler de développement sans intégrer les questions culturelles, etc. Maintenant, dans l'approche, les gens n'ont pas exactement toujours la même approche. Vous avez des gens pour qui le panafricanisme ne remet pas du tout en cause la démocratie. Au contraire, on doit faire usage de cette démocratie parce qu'en Afrique également, les populations ont besoin de choisir qui les gouverne librement. Les populations ont besoin également d'exiger la reddition des comptes à ceux qui les gouvernent. C'est des principes intéressants que les Africains peuvent prendre et je ne vois pas qu'est-ce qu'on perd en prenant ce genre de principe. Mais vous avez d'autres qui font le contraire, qui disent on n'a pas besoin de la démocratie, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. C'est pourquoi j'ai dit quel panafricanisme, parce qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe sur le marché. En fait, même dans les débats, les panafricanistes se tapent les uns sur les autres à travers des audios et des vidéos, ce qui, à mon avis, ne sert pas du tout le combat du panafricanisme. Et selon vous, pourquoi ces figures sont-elles considérées comme des voix dérangeantes vis-à-vis de certaines puissances occidentales? En fait, c'est à cause du travail, j'allais dire, d'amplification. Parce que moi, je n'aime pas le mot influenceur. Influenceur, je ne vois pas qu'est-ce qu'on influence véritablement. Quand vous prenez quelqu'un comme Nathalie Yambe, vous regardez le nombre d'abonnés, vous regardez le nombre de personnes qui suivent ce qu'elle fait, plus la façon dont les gens, pas ceux qui suivent seulement, reprennent ces vidéos pour les redistribuer au niveau des réseaux sociaux, mais il y a une capacité d'amplification qui est extraordinaire. Elle sait également, dans ses critiques, toucher là où ça fait mal pour les Occidentaux. C'est pourquoi, en principe, elle ne doit pas être surprise de la relation, de la réaction plutôt de l'Union européenne. Okay. Elle vit là-bas. Elle connaît encore mieux que nous, normalement, ces gens. Et ces gens, quand tu leur tapes dessus, mais quand l'occasion se présente, ils te le rendront. Non seulement ils te le rendront, mais ils vont essayer de te le rendre de façon à ce que tu n'oublies plus jamais qu'ils te l'ont rendu. Et on voit ce qu'on lui a fait, ne survole pas notre territoire. Les sanctions sont lourdes. C'est pourquoi j'ai dit, les attaques, puisqu'elles touchaient là où ça fait mal,
ces gens attendaient l'occasion de pouvoir réagir. Certainement, ils étaient en train de coordonner entre eux parce que s'il est sanctionné par la France, tout simplement, ça ne résout pas le problème. Ils ont essayé de lier les sanctions, de sorte que quand vous regardez les sanctions actuellement, c'est comme si on dit à cette dame, bon, tu n'as plus de place sur le continent actuellement européen, ne survole pas notre territoire. Tu ne peux pas utiliser notre système bancaire, tu ne peux pas utiliser nos systèmes de paiement, etc. Ça veut dire qu'on veut actuellement tout simplement la mettre KO parce que son discours dérange effectivement au niveau de ceux-là qui ont voulu la sanctionner. Vous parlez justement de ce caractère amplificateur, mais dans quelle mesure ces figures panafricanistes aujourd'hui influencent la jeunesse africaine? En fait, il y a deux éléments ici qu'il faut séparer. Vous avez une jeunesse africaine qui est sur le terrain en train de se battre. Ce n'est pas juste de prendre ce combat et de prendre des gens qui ne sont pas sur le terrain et de dire qu'ils sont propriétaires de ces combats. Quand les Burkinabés renversaient Roch-Marc Christian Kabore, qui l'avait fait? C'est les Burkinabés qui l'ont fait. Quand le F5 RFP au Mali renversait l'ancien président Keïta, qui l'avait fait. Quand au Niger, certains mouvements de la société civile se battaient de façon permanente contre la présence française. Rappelez-vous même quand les soldats maliens ont quitté le Mali pour aller au Niger, ils ont voulu s'opposer jusqu'à ce qu'il y ait des tirs. Ces gens-là n'étaient pas sous influence. Donc je trouve qu'il n'est pas juste, dans les faits, de vouloir faire de ces personnes les porteurs d'un combat qui a été porté par une jeunesse africaine qui n'a pas attendu qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Ça, je crois que c'est important. C'est pourquoi je parle d'amplificateur, parce que quand on dit influenceur, c'est comme si c'est eux qui sont à l'origine de ce genre de choses, alors que non. Les partis de gauche, comme je le dis tout le temps, sur le continent africain, ont de tout le temps été des partis panafricanistes qui ont toujours défendu un certain nombre d'idéaux. C'est vrai qu'on a été parfois déçus parce que quand certains sont arrivés au pouvoir, ce qu'ils ont fait n'a rien à voir avec les principes qu'ils ont défendus dans des conférences, dans des débats, etc. Nathalie Yomba, sous sanction de l'Union européenne, un espace réputé pour la promotion de la liberté d'expression. Finalement, n'est-ce pas contradictoire? C'est de la contradiction dans les deux sens. Mais dans les deux sens, c'est le même alibi qui est utilisé également. Dans l'AES, on dénonce des choses liées aux droits, alors qu'on remettait en cause les droits de l'homme. Dans l'Union européenne, on dénonce l'AES à cause des droits de l'homme. Et on est gêné par quelqu'un qui utilise sa liberté d'expression, qui analyse une situation, qui donne son point de vue, qui critique une situation. Mais quand on parle de liberté d'expression, c'est le minimum qu'on doit faire. Mais quand vous regardez des deux côtés, vous avez le même alibi qui est utilisé. Quelqu'un qui est à la solde d'une puissance étrangère. Parce qu'au niveau de l'Union européenne, on ne la sanctionne pas sur des questions de liberté d'expression, on la sanctionne en considérant qu'elle, c'est une sorte de soldate qui est à la disposition de la Russie. C'est ça qui est à la base de la sanction. Au niveau des pays de l'AES, c'est exactement ce que l'on fait. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, la première chose qu'on dit, c'est que cette personne est à la solde des puissances étrangères. C'est pourquoi j'ai dit dans ce communiqué, peut-être les gens n'ont pas fait attention, mais il fallait bien regarder avant d'écrire ce communiqué, puisque dans ce paradoxe, les Européens, tout comme l'AES, se retrouvent dans le même paradoxe avec cette accusation de quelqu'un qui est là, qui est manipulé de l'extérieur. Et la vision de l'AES repose sur l'indépendance politique, économique, et en refusant toute forme d'ingérence extérieure qui freinerait le développement du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger. Mais selon vous, comment l'opinion réagit, l'Union africaine réagit face à ces débats de souveraineté, de liberté d'expression, mais également de néocolonialisme? L'opinion est favorable. Et avec raison. Il faudrait que l'Afrique retrouve sa souveraineté politique, économique, militaire, culturelle, civilisationnelle, etc. Parce que quand on parle de souveraineté, c'est l'ensemble de ces éléments. Et dans ce combat, tous les Africains devraient être ensemble. Il ne devrait pas y avoir d'exception, puisque ce combat n'est pas un combat de l'AES. Ça doit être un combat des Africains. Maintenant, les dirigeants de l'AES sont au devant aujourd'hui de ce combat. Il faut le reconnaître.
ils sont au devant de ce combat sur ce qui concerne la souveraineté politique, la souveraineté économique. Même si des critiques peuvent être faites, c'est eux qui sont au devant du combat. C'est eux qui l'ont amplifié davantage, en plus des actions des jeunes dont je parlais. Ils lui ont donné aujourd'hui une autre ampleur. Il faut le leur reconnaître. Maintenant, sur ce combat, mais il faut que tous les Africains acceptent de mener le combat avec l'AES. Parce que je ne crois pas qu'il y a un Africain qui veut le devenir de l'Afrique, qui est contre sa souveraineté politique, qui est contre sa souveraineté économique, qui est contre sa souveraineté sur le plan militaire. On pourrait ne pas être d'accord sur les approches, mais je crois que sur ces principes, tous les Africains doivent pouvoir se mettre ensemble pour le défendre. Et là, effectivement, c'est pourquoi je disais sur le principe en ce qui concerne le communiqué, ça concerne les personnes qui défendent ces valeurs, mais il est normal que ces personnes, en retour, soient accompagnées par un communiqué qui va les défendre. Nathalie Ombe et Kémi Seba nommés conseillers spéciaux auprès des autorités nigériennes et qui aujourd'hui sont détenteurs de passeports diplomatiques nigériens. Mais quelle est la part de stratégie géopolitique dans cette prise de position? C'est une très bonne chose que le Niger leur donne un passeport diplomatique, une façon de leur dire que si on ne veut pas de vous ailleurs, il y a quelque part où on veut de vous. Mais ce passeport ne servira pas à grand-chose au niveau de l'espace européen. Parce que ce n'est pas parce que tu détiens un passeport diplomatique que tu peux aller où tu veux. Quand tu arrives dans un pays, si on ne veut pas de toi, on te déclare persona non grata. Un point, un trait. On n'a pas besoin de donner aucune explication. Il n'y a aucune justification à donner. Que tu aies un passeport nigérien ou pas, ça ne changera pas grand-chose de ce point de vue, puisqu'on a vu, on a déclaré des ambassadeurs persona non grata. Le Burkina a déclaré tout récemment une représentante des Nations Unies, persona non grata. Donc ce n'est pas le caractère diplomatique de ce passeport qui te donne plus de liberté ou autre, c'est le pays qui t'accueille, qui prend la décision qui lui convient par rapport à la personne. C'est vrai que c'est une façon de les rehausser, de leur remonter le moral, mais ça ne résout pas le problème de fond en ce qui concerne les sanctions et la circulation au niveau d'un pays. Chaque pays a sa souveraineté. Si le pays dit que tu ne vas pas circuler chez lui, le passeport diplomatique ne te permettra pas de circuler là-bas. Dans le communiqué, les ministres ont également demandé l'ouverture d'une enquête après et donc la mort de Alinou Fasso, Alain Christian Traoré. Peut-on s'entendre à une poursuite judiciaire? Comment, quelle suite justement, à quoi s'attendre? Il faut une enquête nécessairement. Parce que ça aurait été une personne ordinaire, c'est ça la règle. Il faut une enquête pour qu'on sache dans quelles circonstances la personne est décédée entre les mains des corps habillés. C'est ça la règle. Quand il s'agit de Alinou Fasso, ça devient encore beaucoup plus important parce qu'il avait un discours qui est connu, qui allait totalement à l'encontre du pouvoir ivoirien. Mais quand il décède entre les mains du pouvoir ivoirien, il n'y a rien à faire. On ne peut pas empêcher aux gens de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en face d'une élimination? Mais poser la question ne suffit pas pour répondre à la question. Une enquête indépendante serait préférable parce qu'une enquête de la Côte d'Ivoire va être une enquête qui va être suspectée. Vous avez des organismes, c'est à ça que ça sert les droits de l'homme. Vous avez des organismes connus à l'échelle internationale qui peuvent participer à ce genre de rencontres et qui diront la vérité sans tenir compte de la version ou de ce que la Côte d'Ivoire veut ou pas. Et quel espoir incarne cet élan de solidarité exprimé par l'AES derrière les intellectuels panafricanistes? Il est important que tous les panafricanistes s'associent à ce combat pour l'Afrique. Parce qu'on est en train de réduire la chose à l'AES. Ce n'est pas un combat pour l'AES, seulement c'est un combat pour l'Afrique. Mais il faudrait qu'on accepte qu'un intellectuel n'est pas quelqu'un à qui on dit où il regarde et où il ne regarde pas. Parce que quand on veut qu'un intellectuel participe à un combat, quand il vient avec sa liberté de penser. Il vient avec sa liberté d'expression. Là où il est d'accord, il dit il est d'accord. Là où il n'est pas d'accord, il dit il n'est pas d'accord. Mais si on supprime cette partie, tu ne peux pas dire tu n'es pas d'accord, on ne pourra pas réunir les Africains dans ce combat pour la souveraineté qui doit être le combat de tous les Africains. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.